Bonjour, c'est la 72e revue de la semaine. Vous avez vu, ça commence pas comme d'habitude. Je suis debout dans mon bureau à l'Assemblée nationale et je vais vous montrer une carte qu'on vient d'installer juste à côté de mon fauteuil. Cette carte, je l'ai montrée aux amphis d'été pendant ma conférence sur l'ère du peuple. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur vos écrans, mais elle doit vous surprendre. Peut-être que vous vous demandez où c'est. Hein? Eh bien, regardez, ici, c'est l'Italie. Ici, c'est Marseille. Ici, c'est Annaba. Et là-bas, vous avez compris, ça, c'est la mer Méditerranée. Alors, quand vous la voyez comme ça, vous voyez que ce n'est pas le bain de pied de l'Europe. C'est une entité, un tout, un ensemble. C'est une civilisation commune qui depuis 3000 ans voit des êtres humains tourner en rond autour de cet espace qui commence à un bout, vous avez le Maroc, et à l'autre bout, vous avez la Géorgie, etc. C'est en tout. Jason et la Toison d'Or, c'est ici. D'accord? Ulysse, c'est par là. Et la traversée du détroit Djebel Tariq, c'est là, tout là-haut. On voit que c'est un lac. Et le point de contact avec l'océan universel, il est juste là-haut, le détroit de Gibraltar, 13 km de large. Si je vous montre une carte comme celle-là, c'est pas seulement pour vous montrer la Méditerranée et Marseille, parce que tout le monde sait que je les aime, mais pour que une idée très abstraite prenne un contenu concret. Vous voyez que toute représentation est une interprétation. Cette manière de montrer la Méditerranée vous permet de comprendre un point de vue géopolitique. Il y a un ensemble méditerranéen. Et c'est donc une interprétation de la carte. C'est vrai pour n'importe quelle représentation géographique. Par exemple, vous avez tous l'habitude de voir la Terre avec le pôle Nord et le pôle Sud. Et vous la voyez penchée comme ça, d'accord? Cette position n'existe pas dans l'espace. Ça paraît curieux de s'entendre dire ça, ça n'existe pas. Ça dépend où vous êtes dans l'espace, et suivant l'endroit où vous êtes, la Terre a une autre position, un autre angle pour l'examiner. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient, où qu'ils habitent, le soleil se lève du même côté, à l'est, à l'orient. Pourquoi on dit s'orienter? On n'a jamais dit s'occidenter, hein, on s'oriente. Donc, on comprend que la position qui devrait résulter, la représentation qui devrait résulter de la position que chacun d'entre nous peut avoir, on verrait à un côté le pôle Nord, l'autre le pôle Sud, et la Terre tournant en face du Soleil, qui fait que tour à tour nous sommes dans l'ombre ou dans la lumière, dans la nuit ou dans le jour. Les représentations ont beaucoup à voir avec l'idée qu'on se fait de soi. Si vous pensez que la Méditerranée c'est le bain de pied de l'Europe, vous ne vous la représentez pas du tout de la même manière que si vous pensez que c'est une même civilisation qu'il y a là, où les gens sont évidemment différents, hein, culturellement, par la religion, par l'histoire de chacun des secteurs. Mais les moments où ces peuples de la Méditerranée ont été appelés à échanger beaucoup et à vivre en commun ont été très nombreux dans l'histoire. Et je crois qu'en ce moment, c'est un de ces moments. Je ne vais pas être plus long pour aujourd'hui sur la Méditerranée, mais cette Méditerranée aujourd'hui, comme elle est là, elle est menacée par la civilisation actuelle. On jette sans arrêt des déchets dans la mer Méditerranée. Et alors qu'on devrait avoir un plan commun pour tous les États qui sont là autour, pour collecter les eaux usées, collecter les déchets, au lieu de les jeter à la flotte, chacun fait comme il le sent. Et nous autres, notre intérêt est que les pays qui sont moins dans cette zone-là, c'est-à-dire le petit bassin de la Méditerranée, on voit bien hein, comment ça se présente. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le petit bassin. Déjà là, on pourrait coopérer entre nous à cette collecte des eaux usées, cette collecte des déchets, parce qu'au rythme où on va, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer Méditerranée. Voilà. Donc la coopération, le travail en commun avec les pays qu'il y a là, c'est vital pour nous. C'est pas juste, ça serait déjà suffisant, hein, une sorte d'attraction culturelle ou affective, qui est très forte pour nous par la force des choses. Vous avez vu, Marseille est là, voilà la France ici, hein. Là-bas vous avez l'Espagne. Ici vous avez la France,
Et là-bas, de l'autre côté, c'est l'océan Atlantique. Bon, vous voyez la petite bande qu'il y a là. Voilà. Pour nous tous, là, la vie en commun, c'est que sans arrêt, des gens circulent d'un bord à l'autre. Regardez bien, vous ne pouvez pas empêcher ça. Donc, mieux vaut l'organiser que avoir l'attitude ridicule qui consiste à penser qu'on va arrêter ou bloquer une circulation universelle qui dure depuis plus de 3000 ans. Quand je dis 3000 ans, c'est pour faire un compte rond. Alors, de cette carte, je vais venir à un autre sujet qui est lié. C'est ce qui s'est passé à la tribune des Nations Unies cette semaine. Alors, je vais m'asseoir à mon fauteuil pour parler. Alors cette semaine, il y a eu un moment un peu particulier à l'ONU, parce qu'une série de chefs d'État y ont pris la parole, en particulier, mais ce n'est pas les seuls, Emmanuel Macron et Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Alors, le président français était là, il a été sacré champion de la Terre. Bon, nous, comme on est français, on fait des sourires et on fait mine de ne pas éclater de rire, parce que franchement, c'est ce que ça mérite. Ça me rappelle un peu quand ils avaient décidé que M. Obama était prix Nobel de la paix. Son pays était en guerre et entretenait un centre de torture qui existe toujours à Guantanamo, mais lui, on l'avait fait prix Nobel de la paix. C'était grotesque. Et ben là, c'est un peu pareil, parce que la France ne tient pas ses objectifs de réduction de CO2 pour son économie. Deuxièmement, la France est incapable de se décider à arrêter l'utilisation de pesticides comme le glyphosate, et la France ne tiendra pas son propre calendrier par rapport à la fermeture progressive ou à la réduction de la part du nucléaire dans ce qu'ils appellent le mixte de la production d'énergie dans notre pays. Donc, et qu'à la sortie de tout ça, Macron, qui est quand même le principal responsable de cette situation aujourd'hui, parce que c'est lui qui l'a en charge, soit sacré champion de la Terre, c'est franchement risible. Surtout un mois après le départ de son propre ministre de l'écologie, qui a expliqué sur tous les tons que la politique de la France était à la hauteur d'aucun des enjeux écologiques de notre époque. Bon, c'est pas nous qui le disons opposition, nous le disons, mais c'était son propre ministre, monsieur Nicolas Hulot. Bon, alors, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est pas les pantalonnades sur le champion de la Terre, c'est le dialogue qu'ont mis en scène la presse, comme si c'était le dialogue essentiel de la vie internationale entre M. Trump et Emmanuel Macron. Et quand on voit ce dialogue et la manière de le mettre en scène par l'officialité médiatique, on se sent en quelque sorte comme pris au piège. Parce que en gros, vous avez à choisir entre le champion de la Terre, sympathique partisan d'un monde multilatéral, et l'odieux M. Trump, qui lui est pour le repli sur soi et l'agressivité. En réalité, tous ces gens-là sont aussi agressifs les uns que les autres, parce que d'abord, ils sont alliés. Je rappelle que dans la guerre d'Irak, comme dans la guerre de Syrie, comme sur la frontière de la Russie, la République française est alliée aux États-Unis d'Amérique et court devant pour ce qui est des guerres de l'OTAN et toutes ces choses. Donc c'est pas deux points de vue, c'est pas deux pratiques différentes, peut-être deux discours prononcés d'une manière différente, mais les deux sont absolument liés, ça va de soi. Et on a vu toutes sortes de gesticulations qui sont ridicules. Par exemple, le président de la République française dit ce n'est pas la loi du plus fort qui permet de régler les problèmes avec l'Iran et avec le nucléaire iranien, c'est l'accord qui avait été trouvé avec l'Iran. Bon, bah, très bien si c'est ça. Alors pourquoi est-ce que la France se couche devant les États-Unis d'Amérique et accepte que toutes les interdictions et les mesures d'embargo décrétées par les États-Unis, tout seul, sans aucun accord international sur le sujet, eh bien Macron les applique servilement et sans discussion. Et 5 minutes après, il s'en va discuter avec le président de l'Iran pour faire je ne sais quoi, parce que naturellement tout ça ne mène nulle part. Ça c'est un premier exemple. Puis après il y a le fond du discours de deux menteurs, parce que M. Trump dit à tous les autres dirigeants de la planète, nous ne vous dirons pas comment vous devez prier ou comment vous devez produire et échanger, mais nous vous demandons de nous respecter, nous. Comment? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais si, les États-Unis disent comment les uns et les autres doivent se comporter, la preuve avec l'Iran. L'Iran n'a aucune guerre avec les États-Unis d'Amérique, il n'y a aucune compétition entre deux. Mais le président Trump a décidé qu'il fallait punir l'Iran, il a décidé tout seul. Donc oui, il veut leur imposer
une solution, un coup de force politique. Moi, je ne défends pas le régime iranien, mais je veux juste dire que dans cette circonstance, les États-Unis agissent exactement au contraire de ce qu'ils racontaient. De la même manière, cette année, il y a eu à nouveau un vote sur l'embargo à Cuba. Pour la 17e fois, l'embargo a été condamné. Tout le monde vote contre l'embargo, qui est un acte de guerre que les États-Unis d'Amérique infligent à une petite île. Enfin, vous rendez-vous compte que Cuba, c'est 11 millions d'habitants, en face de l'immense États-Unis d'Amérique, 450 millions d'habitants. Et les États-Unis d'Amérique mènent une guerre implacable à Cuba depuis tantôt presque, je ne sais pas combien, 50 ou 60 ans. Hein. Cuba a perdu 125 milliards de dollars du fait de l'embargo. Vous vous rendez compte? Bon, eh bien, les États-Unis et le gouvernement d'Israël brutalisent Cuba en étant les deux seuls pays au monde. Il y a même les petites îles qui avant quand même votaient avec les États-Unis parce qu'ils avaient la trouille, l'embargo à Cuba, même eux ils votent plus. Il ne reste plus que le gouvernement d'Israël et le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour voter l'embargo sur Cuba. Donc oui, M. Trump est un menteur. Il impose au reste du monde un ordre, et déjà il impose au reste du monde une monnaie, le dollar, dont le cours n'est négocié par personne et fixé seulement par le président des États-Unis. Or, tous les échanges du monde, 85% des échanges du monde se font en dollars. Je vous en ai souvent parlé. Et vous savez que nous autres, les Français, nous aurions plutôt intérêt à entendre la proposition que font les Chinois, qui est de dire qu'il faudrait qu'il y ait une monnaie commune, et une monnaie commune qui serait gagée sur des valeurs matérielles, et on arrêterait de dépendre des États-Unis d'Amérique et des yo-yo de la monnaie dollar en fonction de la quantité qu'ils ont décidé d'en imprimer, parce que c'est eux tout seuls qui décident ça. Donc, on voit que le discours de M. Trump est un discours de hableur et de menteur. Mais celui de Macron ne vaut pas mieux, parce que je viens de vous dire qu'il se la joue sur un registre et puis il en pratique un autre. Mais alors le meilleur moment de son discours, c'est qu'il dit ce qui dévaste le monde, ce sont les inégalités sociales. Vous vous rendez compte? Macron fait là-bas des gesticulations à l'ONU pour dire qu'il est contre les inégalités sociales. Et dans son propre pays, il les organise, il les approfondit, il les développe par une politique que tout le monde connaît maintenant, qui est une coupe dans les budgets publics, et puis des cadeaux sans fin qui sont faits aux riches et aux ultra-riches de notre pays. Ça, c'est pas une chose que j'invente, c'est une chose que maintenant tout le monde voit. Et dans notre pays, la proportion de pauvres, 14% de la population, est considérable. Hein. Bon, ça c'est lui, c'est personne d'autre. Eh bien le même dit, puis, pour nous c'est la question essentielle, et d'ailleurs c'est de ça dont on va parler au prochain sommet mondial à Biarritz. On va avoir l'air malin, parce que toutes les télés du monde vont venir en France, je suppose, puis ils vont montrer quel paradis égalitaire nous sommes. Ils vont montrer que depuis que Macron est là, c'est pire que jamais, c'est même pire que sous Hollande, et c'est pire que sous Sarkozy, tellement les inégalités se creusent entre les catégories sociales, au profit de quelques-uns qui sont jamais satisfaits, jamais contents, qu'on demande toujours plus. Et alors après ça, bon, dans l'ordre géopolitique, hein, vous savez que moi j'y attache beaucoup d'importance, je vous en parle souvent, Emmanuel Macron dit nous avons besoin du multilatéralisme. Alors bon, multilatéralisme opposé à quoi? À l'unilatéralisme. Ah bon, il dénonce les États-Unis d'Amérique comme unilatéraux maintenant, voilà, qui est nouveau. Hein, parce que c'est pas ça qu'il fait. Il est dans l'OTAN, il court devant, il fait le malin sur tous les théâtres de guerre que les États-Unis déclenchent, et on ne voit pas qu'il y a un rapport critique à la domination que les États-Unis d'Amérique essayent d'avoir sur le monde. Et puis multilatéralisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bon, bah, tout le monde a le droit de ramener son grain de sel. Oui, très bonne idée, mais nous on sait comment ça finit. Multilatéralisme, c'est la guerre, parce qu'à la fin, vous avez des gens qui décident que dans le multilatéralisme, c'est eux les plus forts, et c'est comme ils disent eux qu'il faut faire. Donc c'est pas du tout notre position. On n'est pas, nous, pour le multilatéralisme, on est pour un monde ordonné. Et un monde ordonné autour de l'ONU, de la société des nations que représente l'ONU. S'il doit y avoir un pouvoir, c'est là qu'il se trouve. C'est donc lui qu'il faut respecter. Et c'est lui qu'il faut faire respecter. Par exemple, quand les États-Unis d'Amérique décident de ne plus payer leur contribution à l'UNESCO, dont le siège est en France, parce qu'ils ne sont pas contents d'un vote qui a eu lieu à l'intérieur de l'UNESCO, bah, on attend que Macron dise aux États-Unis d'Amérique qu'il faut payer votre part. Quand les États-Unis mettent en cause l'ONU, refusent de payer leur contribution à l'ONU elle-même, je ne parle pas seulement de l'UNESCO, bah, il faudrait leur dire on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Et quand l'ONU prend une décision, il faudrait l'appliquer. Pas seulement quand elle est favorable aux États-Unis d'Amérique, qui aussitôt se mettent la main sur le cœur et disent la communauté internationale, comme ils disent, hein, après ils disent les alliés
les coalisés, hein, chaque fois qu'ils font des guerres quelque part, qu'ils aient ou non l'accord de l'ONU. Eh bien, l'ONU doit être le lieu à partir duquel les décisions qui sont prises s'appliquent. Prenons un exemple, tous les pays sauf 2 votent la levée de l'embargo, condamnent l'embargo des États-Unis sur Cuba, bah, il faudrait appliquer. L'ONU a voté et revoté et revoté et voté sans cesse des résolutions concernant Israël-Palestine. Il faudrait les appliquer. On a la solution. Elle a été votée par l'ONU. C'est pas la seule, hein. Il y a d'autres conflits de même nature où il y a des résolutions de l'ONU. Donc j'espère, si vous avez regardé et suivi un peu, si vous voulez, ce moment, moi, il m'a attristé. Parce que Macron est quand même d'un cynisme absolu. Il termine à la fin en disant il ne faut pas devenir cynique, mais c'est lui qui vient d'être un cynique absolu dans ce discours en disant que la principale question c'était les inégalités alors qu'il les creuse, que deuxièmement il fallait s'occuper de la crise écologique alors qu'il ne fait rien contre elle en Europe, etc., etc. Si bien que, et enfin ce petit roman sur le multilatéralisme à la fin est pitoyable parce que c'est pas conforme à l'intérêt de la diplomatie française que de se comporter de cette manière-là. Je voulais vous le dire parce que c'est un moment quand même qui sonne un peu bizarre. On sait tous qu'on est devant des grandes difficultés mondiales et que le cynisme est vraiment complet quand on vient faire de tels numéros qui ne correspondent à aucun acte politique posé par le gouvernement français. Bon, alors continuez à suivre tout ça. Si vous voyez passer des nouvelles ou des informations, tâchez de vous tenir à niveau pour bien comprendre, parce qu'en ce moment, c'est dans l'arène internationale que le sort du monde est en train de se jouer, avec des bougées, des mouvements, des prises de position qui sont en train de refondre complètement l'ordre politique du monde tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Peut-être que vous l'avez su, mais cette semaine, je suis allé à Liverpool, en Angleterre. C'est la journée, bon, je ne veux pas dire un congrès, mais quelque chose qui ressemble, du Parti travailliste anglais. Le Parti travailliste anglais, c'est un parti qui est observateur dans l'internationale socialiste, n'en est pas membre, quoi qu'il en ait été le fondateur. C'est quand même, c'est partie des choses un peu curieuses. Et donc c'est un parti qui est lié au mouvement socialiste européen, qui comporte, entre autres choses, l'incroyable Parti social-démocrate allemand, qui est aujourd'hui au pouvoir avec la droite en Allemagne, et qui, allié avec la droite au Parlement européen et au gouvernement allemand, impose de force à toute l'Europe la politique qui correspond aux intérêts de la droite allemande. Bon, ça c'est pour vous dire que moi je ne suis pas devenu travailliste parce que je suis allé à Londres. Même si c'est pour y voir Corbyn, qui représente incontestablement une autre orientation que l'orientation traditionnelle des sociodémocrates et de l'internationale socialiste. Alors lui, il présente un programme qui néanmoins est un programme dans l'esprit dans lequel le mouvement socialiste fonctionne en Europe. Bon, c'est un programme où il y a de l'investissement, c'est un programme où il y a le discours sur les conquêtes sociales. Bon, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, mais il y a des avancées qui correspondent, alors là pour le coup pas du tout au programme de l'internationale socialiste. Par exemple, la nationalisation des chemins de fer, la décision de faire des investissements massifs dans le service public, et ainsi de suite. J'ajoute que c'est intéressant de voir comment cette question de la nationalisation des chemins de fer est arrivée jusque dans le programme du Parti socialiste anglais. Parce que les gens, en fait, c'est pas idéologique leur affaire. Ils disent pas, ah bah tiens, nous avons besoin de nationalisation pour montrer que nous allons marcher vers le socialisme. Hein. Non, c'est qu'ils constatent un truc, c'est que le train privé, le train d'après les directives européennes, ben, c'est un train qui ne marche pas. Les trains n'arrivent pas à l'heure, ils partent pas à l'heure, ils sont souvent en panne, et il y a souvent des accidents. Donc ils veulent qu'on renationalise pour que ça marche. Et donc la démarche très concrète, très, j'ai presque envie de dire apolitique, en vue de la nationalisation, elle veut dire beaucoup de choses sur notre époque. Parce que je vous rappelle que les privatisations de masse de tout et de n'importe quoi, ça a commencé en Angleterre. Et le pays qui, pour la première fois, repropose de nationaliser quelque chose, c'est à nouveau l'Angleterre. Donc je pense qu'il y a en Angleterre un symbole un peu d'un renversement du cycle de la période Blair, Thatcher, Reagan et puis tous leurs imitateurs, Schröder en Allemagne, Papandreou en Grèce, Zapatero et González en Espagne, surtout Zapatero qui était typique, et pour ne rien dire évidemment du lamentable Hollande en France. Mais tout ça c'était
un peu en gros la même mouvance, les alliances avec le centre, les politiques de privatisation à tout bout de champ et la politique de l'offre, c'est-à-dire on s'en fout de savoir ce dont la société a besoin, ce qui compte c'est de produire des choses à pas cher pour qu'on trouve des gens pour les acheter. Donc à Liverpool, j'ai rencontré Jeremy Corbyn. Bonjour, bienvenue. Merci. C'est bon? You speak a bit of French. Ah oui, je parle un peu de français. Merci, c'est une grande libération pour moi. Alors au passage, ça m'a permis d'abord de régler un mystère. Je me souvenais avoir rencontré en 2008 un Anglais assez maussade, entouré de plusieurs dirigeants syndicalistes. Et moi, je pensais que c'était lui, Jeremy Corbyn. Et puis, quelques temps après, une personne assez malveillante a dit non, non, c'est pas vrai, Mélenchon invente. Alors bon, j'avais un doute. Je me disais, bon, bah, j'ai dû en voir un autre, un peu maigrossier, avec une barbe mal coupée. Il était en sandales comme Jeremy Corbyn. Et quand j'ai rencontré Corbyn, là, il me dit, ah bah oui, on s'est déjà vu à 2 reprises. Et il me dit une fois avec des représentants syndicalistes. Donc c'est bien lui que j'ai rencontré. Il y a maintenant de cela, presque 10 ans. À l'époque, on peut dire qu'on ne brillait pas tous les deux, ni l'un ni l'autre. Hein. Lui, parce qu'il était dans les catacombes du parti travailliste, il ne comptait pas. Jeremy Corbyn, il faut savoir que c'est un gars qui n'a jamais rien demandé. Ils sont allés chercher un congrès, la gauche du parti. Il leur fallait 38 signatures, ils en avaient 36, et puis 37, et puis finalement 38, ils l'ont présenté. Et là, boum, il a présenté un programme très traditionnel de gauche, et alors ça a explosé parce que des milliers de gens se sont mis à adhérer au Parti travailliste pour qu'il gagne. Après, il y a eu toutes sortes de démêlés internes, où la droite du parti, c'est-à-dire les députés du Labour à la Chambre des communes, tout ce qui restait de blairistes dans le parti, s'est coalisé pour essayer de le faire trébucher. D'ailleurs, ils sont toujours là, à essayer de le faire trébucher, l'embarquer dans des positions pas possibles, sur différents sujets. Et donc voilà, Corbyn dirige et il est appuyé sur un courant majoritaire du parti qui d'ailleurs a eu un travail extraordinaire parce que là-bas le mode électoral fait que vous n'êtes pas poussé à créer un autre parti, il faut comprendre ça. Là-bas c'est une élection à un tour. Vous arrivez devant, celui qui arrive devant a gagné le siège. Donc si vous gagnez d'une voix, toc, le siège est à vous. Inutile de vous dire que le bashing contre, en ce moment, Corbyn fonctionne à 10 000%. Pourquoi? Parce que la direction de droite de l'Angleterre, de Madame May, est empêtrée dans l'histoire du Brexit, essaye de renégocier avec les gouvernements européens, et en particulier avec le gouvernement allemand, un arrangement pour avoir à la fois le marché unique, hein, mais pas d'autres contraintes, enfin bon, truc ni fait ni à faire. Et quand elle est allée là avec ce qu'elle pensait être un plan génial, elle avait complètement sous-estimé le fait que sur le continent, ils n'ont pas que des amis, les Anglais. Et les gouvernements européens, chacun essaye de tirer son épingle du jeu en disant les Anglais sont partis, bon débarras, on va s'arranger entre nous. Donc, comme on dit vulgairement, elle s'est pris un râteau. Et elle revient en Angleterre avec rien, parce que les continentaux ont refusé d'accepter son accord. Elle a donc complètement sous-estimé la situation et l'état de rancœur qui existe sur le continent contre le parti conservateur anglais. Donc comme il n'arrive à rien, et que ça crée des histoires de toutes sortes en Angleterre, où la démocratie est à un plus haut niveau qu'en France. Hein. Il faut savoir que là-bas, qu'on soit de gauche ou de droite, on respecte les votes populaires. Quand un Premier ministre n'a plus le soutien populaire, eh bien, soit on a des élections générales qui ont lieu aussitôt, soit le parti peut changer le Premier ministre. Par exemple, là, le Parti conservateur va tenir son congrès bientôt. Il peut parfaitement décider que Madame May ne fait plus l'affaire et qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre, un vrai dur de dur, ils appellent ça les Brexiters, c'est-à-dire ceux qui sont à fond pour le Brexit, et que elle va... Mais enfin, elle va passer à la trappe. Mais ça veut dire quand même qu'ils respectent les votes que tout ça. Et même malgré tout, il peut y avoir une nouvelle élection générale. Même si vous avez un nouveau président du Parti conservateur qui devient le Premier ministre anglais, ce nouveau Premier ministre peut attendre, disons, 1 mois ou 2 et puis déclencher des élections générales pour vérifier s'il a le soutien populaire. D'accord? Donc, en Angleterre, tout le monde est dans l'ambiance de va peut-être y avoir des élections dès le mois de novembre prochain. Alors évidemment, pour l'instant, dans les sondages, ce n'est pas les conservateurs qui ont la haute main. Donc vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Celui qui arrive en tête, même d'une voix, au premier tour, toc, il a le siège. Inutile de vous dire que
là-bas, la trouille suprême, c'est que Corbyn y arrive, parce que les sondages sont plutôt bons pour lui. Donc Corbyn pourrait être vainqueur sur une ligne complètement différente de celle qu'on a connue sous Blair et sous les autres travaillistes de droite. Alors vous avez compris, quoi, c'est la trouille, la panique à bord. Donc tout ce que le système compte de bonne conscience, d'un côté de la Manche et de l'autre, parce qu'ici en France, ils sont inimitables hein, dans les médias français, ils sont tous bien alignés, ils tapent Corbyn tant qu'ils peuvent, et il y a des signes extrêmement encourageants dans ce domaine. Par exemple, il y a une grosse campagne contre lui sur le thème de l'antisémitisme. Alors c'est naturellement une pure invention, Corbyn n'est pas antisémite pour un sou, mais il est pilonné sur ce thème. Et même le Premier ministre d'Israël est intervenu pour dire que c'était pas possible qu'il y ait un Premier ministre anglais, que ce soit M. Corbyn, parce que c'est un antisémite. Alors ils ont trouvé évidemment, comme toujours, des guignols pour aller dire oui, c'est tragique et tout. L'idée c'est que, comme les communautés juives d'Angleterre ont toujours plutôt voté travailliste, hein, comme d'ailleurs souvent elles étaient à gauche un peu partout en Europe autrefois, avant que le Likoud arrive à dominer tout le monde. Donc, si vous voulez, il y a une tradition dans ce domaine. C'est toujours du côté de la gauche que se trouvent les opprimés, ceux qui ont été discriminés. Donc c'était normal. Alors là, inutile de vous dire qu'ils sont acharnés à raconter que Corbyn est antisémite, parce qu'ils espèrent lui grappiller comme ça une petite poignée de voix ici, une petite poignée de voix là-bas, dans les circonscriptions qui élisent des députés travaillistes, pour faire chuter Corbyn. Alors évidemment, bon, ils font comme à tout le monde, hein, Venezuela, Cuba, ça va de soi, bon, la totale. Mais je trouve que c'est encourageant parce que c'est des signes de panique. Quand on commence à acheter à la figure Cuba, Venezuela et l'antisémitisme, en général, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc voilà ce que j'ai pu aller observer sur place. J'ai trouvé un Corbyn un peu meurtri des accusations, mais bon, il fait comme tout le monde, hein, comme on fait tous dans le monde entier, on serre les dents et puis on continue parce que ce sont des campagnes de bashing qui sont maintenant tellement banales vu que c'est partout pareil dans le monde. Il est possible qu'on se retrouve, lui et moi, ainsi que d'autres, au Mexique au début du mois de décembre, quand il va y avoir l'installation du nouveau président du Mexique, dont nous sommes proches, lui et moi. Alors ça m'amène à ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que comme ça commençait à être saoulant, moi de parler français, puis d'être traduit en anglais, et puis lui de répondre en anglais et d'être traduit ensuite en français, et j'ai pris l'initiative, je lui ai dit, mais tu parles espagnol, toi? Et il me répond en espagnol. Il me dit, oui, je parle espagnol, sa femme est mexicaine. Donc, par définition, il leur arrive de parler aussi espagnol à la maison. No espagnol, no castellano. Por favor, señor, por favor. Et donc, on a eu tout un échange en espagnol, ce qui était très traumatisant et stressant pour tous les autres autour, parce que, autant les miens qui sont avec moi, bon, ils sont français, beaucoup ont des bases d'espagnol, même plus que des bases d'espagnol, parce que nous sommes tous très attentifs à l'Amérique latine, comme vous le savez, donc on lit, on traduit beaucoup. Donc ça va, les miens, ils arrivaient à suivre. Alors les Anglais qui avaient autour, il faut se rendre compte que l'anglais, c'est pas une langue latine, hein. Donc alors eux, ils comprennent rien, quoi. Il n'y a pas un mot qui leur évoque quelque chose. Donc c'était un peu marrant à voir, l'espèce de panique à bord pour savoir qui, dans l'entourage de Corbyn, parlait aussi l'espagnol pour traduire en anglais, pour que tout le monde arrive à suivre la conversation. C'est drôle, des petits moments comme ça crée des liens personnels, c'est pas froid, on n'est pas dans une relation diplomatique guindée. Bon, alors évidemment, on n'est pas pareil tous les deux, hein. Lui c'est un Anglais, il a ce côté un peu, vous savez, pense sans rire des Anglais. Et puis moi je suis un Méditerranéen, je vais pas me refaire quand j'arrive à Liverpool, hein. Mais disons que dans la presse, j'ai lu dans le journalissime de notre pays, le journal Le Monde, que lui était soporifique. Alors Le Monde, qu'est-ce qu'il lui a mis à Corbyn? Tout. Antisémite, Venezuela, Cuba, tout y est passé. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'ils peuvent quand même pas faire les chiens de garde pour toutes les élections partout dans le monde. Si, ils essayent. Bon. Et moi, il est dit que moi, je ne néglige pas les effets de manche. Et je me rappelle que j'avais lu un éditorial, je crois que c'était dans l'Express, où il disait que les effets de manche, et même de manche de pioche, hein, c'est fin, hein, quand même, hein. Ah oui, il y en a, ils font des efforts pour trouver des blagues qui soient infamantes pour les autres. Alors lui et moi, on n'est pas fait du même bois. Il a de l'humour anglais et un peu hispanique, hein, donc on a pu même blaguer en espagnol.
Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des rapports qui se créent. Bon, je suis revenu avec son numéro de téléphone personnel, et je sais que, et lui il a le mien, ça veut dire qu'on va pouvoir un peu dans certaines circonstances échanger, s'appeler, et parler en espagnol sans traducteur. Et ça, je crois que c'est très important parce que moi, dans le but que j'ai, qui est de créer un club mondial et au minimum un club européen, le nôtre, là, maintenant le peuple, eh ben, je lui ai dit, mais écoutez, participez, ou que Momentum, la tendance majoritaire, participe à ce club, et voyons si on peut faire un club mondial. Alors, je prépare le terrain, je me déplace beaucoup, hein. Je vous signale que c'est moi qui me déplace le plus. Ce que je dis aux autres dirigeants des autres formations politiques en Europe, c'est bon, quoi, vous pourriez aussi tourner, parce que cette année, moi je suis allé à Moscou voir Sergueï Udaltsov, je suis allé à Athènes faire un meeting avec Zoé, je suis allé à Madrid faire un meeting avec Pablo Iglesias, je suis allé à Lisbonne avec Caterina Martins, qui elle est venue quand même, il faut dire les choses comme ça, comme elles sont, pour nos amphis d'été, mais je suis allé à Berlin, mais je suis allé à Naples, bon ça va quoi, j'ai des kilomètres dans les bottes, je suis allé à Liverpool, je crois que c'est le moment où il faut qu'on se parle tous, il faut qu'on sorte des catacombes. Nous sommes un courant populaire qui a failli être éradiqué de tout le paysage politique européen. Donc on ressort des catacombes. Bon, on doit maintenant, il ne faut pas se préoccuper que de soi, il faut parler avec les autres, il faut échanger. Et vous autres qui m'écoutez, si vous avez des amis, des correspondants, des gens avec qui vous échangez dans plusieurs langues, ben allez-y, faites passer le message. Il faut qu'il y ait cette coopération. Et moi je suis très fier qu'on ait déjà réussi à former une ligue avec 6 partis en Europe. Une coalition, puis bon, bah, ça continue, ça se développe. J'ai vu que Corbyn était intéressé par tout ça. Bon, la vérité, c'est qu'il est plus préoccupé par son congrès que par n'importe quoi d'autre, mais bon, c'est normal, c'est humain. En tout cas, le contact est établi, et je sais que pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, bah, c'est une bonne nouvelle, bah, pour moi aussi. Bon, les gens, vous avez vu cette affaire, Manuel Valls va être candidat à la mairie de Barcelone. C'est un étrange parcours, il faut dire ce qui est. Le gars, il a été Premier ministre de la France et maintenant il veut être le maire de Barcelone. Alors qu'il était le maire d'Evry il y a encore très peu de temps. Bon, c'est sa vie, et je ne vais pas faire l'hypocrite, nous on ne le regrette pas. Hein. S'il s'en va, c'est très bien, au revoir. Et puis, bon, on le retrouve dans nos pattes parce que la mairie de Barcelone, aujourd'hui, je veux quand même le rappeler, c'est une des nôtres qui la dirige chez Ada Colau, qui est liée. Qui est Podemos, qui est de cette mouvance-là. Vous vous rappelez peut-être que je suis allé à Barcelone faire un meeting avec eux au moment des élections générales en Catalogne. Hein. Bon. C'est dire. Donc le voilà parti là-bas et on espère que nos amis les sortent et en particulier que Ada Colau le nettoie et qu'il lui fasse perdre l'élection municipale. Mais ce n'est pas le seul aspect du problème. Cet homme-là est devenu Premier ministre en France, vous vous en rappelez, c'est un moment assez sombre de l'histoire de la gauche dont il était le Premier ministre, parce que c'était un Premier ministre de gauche, je le rappelle. Hein. C'est-à-dire que c'est un Premier ministre qui a eu un vote de confiance de tous les socialistes de l'époque, il y avait un gouvernement qui allait de... il y avait Montebourg, il y avait Hamon, ces deux-là d'ailleurs avaient comploté pour virer Ayrault et faire passer Valls. C'est eux qui ont monté ce complot à l'époque. Mais tout ça, ça paraît maintenant tellement lointain que c'est à peine si on s'en rappelle. En attendant, le monsieur était député de l'Essonne. Alors, pas grâce à nous, hein, parce que je vous rappelle qu'on a mené une bataille implacable à Évry. On a soutenu Ulysse Rabaté et Farida Amrani. Farida Amrani étant notre candidate à l'élection législative. À l'époque, elle était passée très près du but. Et au point que nous, on avait dit, écoutez, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond là-bas. Ils se sont enfermés avec les bulletins de vote, en mettant tout le monde dehors, y compris la presse. Bref, il y a eu un procès contre, et puis il a été, tiens, curieusement, lavé de tout soupçon. Bien. Donc maintenant, le voilà parti, mais il faut qu'il démissionne de son mandat de député. Il paraît qu'il a dit qu'il démissionnerait de tous ses mandats en France. Bon. Nous, on espère que c'est pas pour monter un tour de cochon pour qu'il n'y ait pas d'élection. Hein. Il a menti à tout le monde. Il a dit aux gens... je suis toujours parmi vous, je serai toujours parmi vous, blablabla, blablabla. Bla. Et puis maintenant, tchouf, le voilà parti. Donc il faut que les gens puissent choisir leurs députés, librement.
Et naturellement, nous autres, on va représenter la candidature de Farida Amrani parce que c'est la candidature d'une femme constante, fidèle à ses engagements, une lutteuse qui a joué un rôle formidable de résistance politique dans le coin. Moi, je soutiens Farida depuis longtemps, depuis les municipales, vous vous rendez compte, parce que à l'époque, elle a fait partie de ces militants qui ont refusé de faire une majorité municipale avec Valls. Le Parti communiste avait décidé de s'allier avec le Parti socialiste et donc avec Valls pour la mairie d'Évry, et elle, Farida Amrani et les autres amis, eux, avaient refusé et monté une liste. Et tout le monde leur avait dit « Ah, vous êtes morts, vous allez arriver à rien, vous allez voir ce que vous allez voir. » Ils sont quand même arrivés à faire 20%, et nous, on avait trouvé ça tout à fait remarquable. Alors du coup, après, quand on est arrivé aux législatives, on dit, bon, on la soutient parce que ça vaut la peine si elle est candidate. Elle était candidate, la France Insoumise l'a donc investie. Et là, de nouveau, moi j'espère qu'elle soit candidate, je la vois de temps à autre à la télé, elle va, elle vient, elle explique, et ils ont eu peur que Valls trouve une diablerie pour qu'il n'y ait pas d'élection. Moi j'espère que ça se passe à la loyale, c'est-à-dire Valls s'en va et on revote dans cette circonscription. Et naturellement, dans ce cas, nous mobiliserons toutes nos forces pour que Farida Amrani soit notre 18e député. Vous savez comment c'est important pour nous d'avoir ce résultat, parce que je crois que ça sera un signal politique extrêmement fort avant qu'on arrive à la série, à l'élection européenne, dont nous on veut faire un référendum anti-Macron. C'est-à-dire que les bulletins de vote des gens, alors il y en a qui disent c'est pas assez, bah si, c'est assez, c'est déjà pas mal, si on y arrive, ça sera bien fait, parce que voter contre Macron, c'est voter contre l'Union européenne, la Commission européenne et tout ça. Donc je ne vous le réexplique pas aujourd'hui, je vais vous le dire tellement de fois d'ici à la prochaine élection que vous aurez le temps de l'entendre. En attendant, voilà, Valls est parti à Barcelone, au revoir et merci, et on espère qu'on puisse voter très bientôt à Évry, et on votera pour Farida Amrani et Ulysse Rabaté. Bon, mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous découvrez ça pour la première fois, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Il y a eu pas mal de monde qui l'a fait ces temps derniers, on était contents, Antoine qui filme et qui monte, et moi, parce que bon, bah, ça encourage, et si vous voulez vraiment nous encourager, bah, allez-y, vous mettez les petits pouces bleus, et bah, nous, ça nous fait monter, et on est content, parce qu'on se dit que tout le travail qu'on fait, bah, il sert à quelque chose, il est apprécié, et les gens n'hésitent pas à nous montrer qu'ils l'apprécient. Voilà, allez, à la semaine prochaine.